de tradition dans les rencontres François Rabelais d'avoir une table ronde plus historique, on va dire, hein, qui essaye d'examiner les questions sous l'angle de l'histoire et d'une histoire de longue durée. Donc c'est un peu le but de cette table ronde qui parlera des fruits et légumes, mais à travers le prisme de la diététique. Donc c'est pour ça que ça s'appelle « Pratique et discours diététique » de Galien au programme national Nutrition Santé. La diététique actuelle, on le sait, privilégie la consommation de fruits et légumes. On pense évidemment à l'injonction ou aux injonctions du plan national Nutrition Santé, dont manger 5 fruits et légumes, par exemple. Nous en parlerons, bien entendu. Et l'affiche ou les affiches qui accompagnent cette injonction. La place privilégiée donc, qui est accordée aujourd'hui à cette consommation de fruits et légumes ne semble pas avoir été toujours la règle par le passé. C'est l'occasion de comprendre les profondes évolutions qu'ont connues les pratiques et discours diététiques de l'Antiquité à nos jours. C'est ça l'objectif principal de cette table ronde. Et d'aborder des questions aussi importantes que la place de l'alimentation dans la médecine, et d'ailleurs inversement. Et puis, ou encore, une autre question, le statut de la diététique et de celles et ceux qui la pratiquent. Là aussi, ce statut a profondément évolué. Pour répondre à ces questions, à la fois historiques et très actuelles, j'ai fait appel à des spécialistes d'horizons très divers. Je les prends par ordre alphabétique. Donc, Julie Capel est à ma droite, est diététicienne de formation, cadre de l'unité transversale de nutrition du centre hospitalier de Blois et chef de projet de la filière obésité du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Elle a notamment participé à la rédaction de nouvelles recommandations en matière d'alimentation thérapeutique en établissement de santé en 2019, qui réactualisent les régimes hospitaliers. Et elle a publié à ce sujet, en collaboration, un article dans Nutrition, clinique et métabolisme. Pierre-Antoine Dessau, à la droite de Julie, est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Tours. Et actuellement, il travaille à l'INRAE de Paris, notamment sur la consommation et les industries agroalimentaires, qui sont sa spécialité. Il va publier incessamment sous peu un ouvrage sur les pâtes de France, les pâtes alimentaires, on précise bien. Et à ma gauche, Marilyn Nicou, professeure d'histoire médiévale à Avignon Université. C'est la grande spécialiste de la diététique médiévale à laquelle elle a consacré une thèse monumentale. Non, mais monumentale, moi je dirais, et de nombreux articles. Plus généralement, elle travaille dans le champ de l'histoire de la médecine et de la santé, une discipline qui est à la fois vénérable et très dynamique. Vient de sortir sous sa direction un passionnant dossier de la revue Histoire, Médecine, Société sur la question de l'expertise et notamment l'autorité de l'expert en médecine dans les sociétés antiques et médiévales. Alors, nous avons un petit peu réfléchi à des thèmes qui nous permettent de rassembler tous les fils de cette longue histoire de la diététique autour des fruits et légumes. Et la première question, ou la première série de questions, la première salve de questions que j'ai envie de poser, c'est, comme nous cherchons ici à savoir quel rôle jouent ou ont joué les fruits et légumes dans les diététiques passées et actuelles, il faut quand même se poser une première question, c'est la diététique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une règle de vie? Est-ce que c'est des recettes? Ou est-ce que c'est encore autre chose? De quoi parle-t-on exactement? Est-ce que c'est la même chose, par exemple, que la nutrition? Quelle est la définition qu'en fonction de votre expérience de chercheur ou de praticien, vous pourriez donner de cette diététique? Et à votre avis, alors là j'en demande beaucoup, est-ce que cette définition a changé? Et si oui, est-ce qu'elle a beaucoup changé? Et dans ce cas, peut-on repérer les moments tournants des changements de diététique?
Alors, on pourrait remonter aux origines grecques, mais on va commencer au fond au Moyen-Âge, hein, avec Marilyn Nicou, parce que la diététique médiévale, Marilyn, si je me souviens bien, elle est quand même très influencée par un héritage grec passé par d'ailleurs l'arabe. Tout à fait. Merci d'abord de cette invitation et ravi d'avoir pu discuter avec les autres intervenants de cette table ronde. Donc pour répondre à ta salve de questions, peut-être rappeler effectivement en passant par la médecine antique, un des textes importants de la médecine antique est une sorte de généalogie de la médecine qui a été écrit dans le milieu hippocratique au 5e siècle avant notre ère, faisait un lien direct entre alimentation et médecine et faisait de l'alimentation et du fait de manger différemment selon qu'on était malade ou en bonne santé, l'origine même de l'art médical. Donc il y a vraiment un lien consubstantiel dans la médecine antique et médiévale, puisqu'elle en est, comme tu l'as rappelé, l'héritière, ce lien entre alimentation et santé, alimentation et art médical. Ensuite, sur le mot diététique, qui est beaucoup plus large que celui que l'on entend peut-être parfois par erreur, je pense aussi. La diététique, c'est à la fois, bien sûr, l'alimentation et la boisson en particulier, mais c'est aussi un ensemble de facteurs qu'on définit sous un vocable un petit peu étrange pour l'époque médiévale. Les choses non naturelles sont les choses qui sont un petit peu extérieures au corps et qui servent aussi bien d'ailleurs à conserver la santé qu'à la récupérer lorsqu'elle est perdue, et qui concernent des aspects, on dirait, physiologiques, psychologiques, et qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'environnementaux, même si le terme n'est pas utilisé pour ces périodes. C'est-à-dire, pour les résumer, ces choses-là, c'est l'air que nous respirons, l'alimentation, la boisson, le fait d'expulser ou d'ingérer des aliments, le fait de faire de l'exercice ou d'être au repos, le fait de dormir ou d'être en veille, ou encore les accidents de l'âme, c'est-à-dire les passions, les émotions que nous ressentons, sans compter l'activité sexuelle ou encore le bain, qui sont autant de paramètres qui définissent nos états de santé et qui, en même temps, lorsqu'ils sont mal régulés, participent au contraire d'une tentative pour rétablir la santé qui est perdue. Donc voilà, la diététique, c'est à la fois de manière stricte l'alimentation et de manière plus large une hygiène de vie, une hygiène corporelle et le fait, l'obligation finalement, si on veut rester en bonne santé, de suivre un certain nombre de règles. Donc ça, c'est ta deuxième question, règles ou conseils. Et je pense qu'on voit un petit peu une évolution au Moyen-Âge entre une partie très prescriptive avec des textes qui dictent un petit peu les comportements que l'on doit avoir, vers une évolution de plus de conseils, plus d'attention au mode de vie des patients, des lecteurs, de toute une littérature, et c'est là-dessus que je terminerai peut-être, qui vise essentiellement à prescrire donc des conseils ou des normes de vie à tout un public. On donne généralement le terme générique de régime de santé pour parler de ces textes qui sont rédigés pour la plupart d'entre eux par des médecins. Certains d'entre eux sont très célèbres à leur époque, des médecins universitaires où cette science, je le disais, est enseignée à travers un certain nombre de textes. Et cette littérature qui est une littérature de vulgarisation, qui vise essentiellement à... Vous me permettrez d'avoir une expression un peu plus contemporaine, mais une forme d'éducation à la santé avant la lettre. Il s'agit de faire du patient ou du lecteur son propre médecin, en l'absence d'un conseil proche ou d'un personnel médical à proximité. Et évidemment, cette littérature s'adresse d'abord à des élites sociales, au monde de l'aristocratie, à ceux qui ont un rapport avec les médecins, mais assez rapidement, par sa diffusion, par des traductions ou des rédactions en langue vernaculaire, on s'aperçoit que le public est plus vaste. Et cette littérature, c'est vraiment sans doute la littérature médicale la plus diffusée pour l'époque médiévale, il faut insister, je pense, là-dessus. C'est véritablement le genre de texte qui a la plus grande réception, la plus grande production. Il y a à peu près plus de 500 manuscrits, plus des éditions, plus d'une centaine d'auteurs anonymes ou connus qui ont écrit dans cette littérature, et elle se poursuit tout au long de l'époque moderne. Donc il y a vraiment un succès de très longue durée. Merci Marilyn pour ces éclaircissements. En effet, le terme de régime de santé que tu reprends est tout à fait fondamental. Régime, c'est donc le latin regimen,
Hein. C'est la traduction du grec diaita, en fait. Hein. C'est exactement comme ça que c'est traduit. Et donc, c'est un ensemble de règles pour le corps, comme il y a un ensemble de règles pour, par exemple, le corps politique, pas seulement pour le corps physique, mais pour le corps politique. On a utilisé exactement le même terme, régimen. Je voudrais juste ajouter une petite chose qui va dans le même sens. C'est aujourd'hui, on redécouvre des formes de médecine dites individuelles ou personnalisées. Et cette littérature est avant tout une littérature individualisée, personnalisée en fonction des habitudes, du sexe, de l'âge des individus auxquels elle doit s'adapter. Donc il y a vraiment ce rapport entre l'individu, sa nature, sa complexion. Je ne rentre peut-être pas dans le détail de ces éléments, si, non ? Je ne veux pas monopoliser non plus. Donc, généralement, on pense à Molière et à la manière dont Molière se moquait des médecins de son temps. Hein. Donc, chaque individu est défini par une complexion, c'est-à-dire un mélange de qualités premières, de chaud, de froid, de sec et d'humide dans son corps, qui évolue tout au long de la vie vers un refroidissement et la disparition de l'humidité aussi, un petit peu comme dans le vieillissement, la lampe qui s'éteint, et c'est synonyme de la mort, il n'y a plus de combustible et l'individu meurt. Et en fonction des saisons, en fonction des habitudes de vie, en fonction de son sexe, on a une complexion naturelle, et tout le but du médecin, c'est d'adapter cette diététique à la complexion de chacun des individus auxquels il s'adresse. Merci de ces précisions. Effectivement, donc cette diététique elle continue hein, jusqu'au XVIIe siècle. Puis après, qu'est-ce qui se passe alors, Pierre-Antoine ? À quel moment ça s'arrête, cette ancienne diététique, au fond ? Est-ce qu'on peut dire que ça ne s'est jamais arrêté ? Voilà. Cette diététique, effectivement, se poursuit. Hein. On ne peut pas dire qu'elle s'arrête brutalement, puisque, effectivement, si on reprend à très grands traits l'histoire de la médecine, il n'y a pas vraiment de solution alternative avant qu'on ait des pharmacopées véritablement efficaces, en particulier, je dirais, à partir du premier tiers du XXe siècle. Évidemment, il y a des choses qui fonctionnent, mais donc la diététique reste encore un élément tout à fait pertinent dans la pratique médicale, donc qui reste également très diversifiée, mais elle va être aussi bousculée par le renouvellement des savoirs, alors qu'on pourrait appeler nutritionnels, je dirais dans un sens plus large, peut-être des sciences de l'alimentation, qui démarre, alors on a débat 17e, 18e, bon, de toute façon il y a beaucoup de choses autour de la question alimentaire et de son traitement scientifique qui se mettent en place dès la fin du XVIIe siècle. Et puis effectivement, comme marqueur, on va avoir Lavoisier, donc le développement des analyses chimiques, et puis dans tout le courant du XIXe siècle, un certain nombre d'expérimentations qui vont permettre de comprendre les mécanismes de la digestion et donc de sortir des représentations qui, elles, remontaient effectivement à la période antique, en fait. Donc ce renouvellement-là, évidemment, n'est pas sans incidence sur les questionnements, en tout cas scientifiques, mais n'a pas forcément tout de suite un effet sur des pratiques médicales qui, effectivement, même si elles sont de moins en moins fondées scientifiquement, ont quand même une efficacité au quotidien. Donc pour être bref, effectivement, sur ces éléments, ces nouveaux savoirs, effectivement, de l'alimentation sont quand même étagés. Et donc on reviendra après sur les effets que ça a pu avoir par rapport à la consommation de légumes et de fruits, mais parce qu'ils vont mettre effectivement progressivement l'attention sur un certain nombre de points. Donc j'en citerai deux qui sont importants. Donc le premier, c'est le développement de l'analyse en matière calorique, hein, donc l'identification effectivement de l'aliment qui reste un combustible, mais dont on a identifié désormais un de ses composants essentiels. Donc il est clair qu'autour de 1900, l'attention principale va être portée sur un bilan calorique satisfaisant et les différentes composantes qui peuvent y contribuer. On reviendra là-dessus. Il y aura une problématique d'efficacité calorique des aliments qui va être posée et qui va, pour un temps, en tout cas, conduire à une nouvelle hiérarchisation dans laquelle les fruits et les légumes vont être un petit peu en retrait. Et puis, à partir, très rapidement, ceci va être complété donc, dès les années 1910 et jusqu'aux années 30 par un deuxième ensemble effectivement, de découvertes, en particulier autour des vitamines, où là, effectivement, on a des éléments complémentaires, puis les micronutriments qui vont intervenir dans la compréhension du bilan alimentaire général.
et qui vont là pour le coup réhabiliter des éléments comme les fruits et légumes. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, je dirais, les grandes transformations. Donc il faut quand même le temps, voilà, la recherche a son temps, l'application médicale a également son temps, et on va se retrouver après-guerre finalement dans une espèce d'entre-deux où on a finalement une nutrition scientifique qui est très fondée effectivement sur ces savoirs-là et qui oublie peut-être un petit peu la logique diététique. Alors là, c'est là que le vocabulaire devient compliqué parce que finalement, le grand diététicien français qui s'appelle Jean Trémolière, enfin qui est une des grandes figures historiques, lui défendait la mise en place d'une nutrition. Et il avait une vision extrêmement large de la nutrition qui reprenait effectivement des éléments de nutrition ancienne qui n'ont pas été en fait conservés, ou en tout cas sont encore objet de débat aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est, je dirais, à grands traits, les étapes jusqu'à la période contemporaine. Merci beaucoup. En effet, on voit, je dirais, peut-être... Est-ce que si je disais qu'on passe d'une diététique très individualisée à une nutrition plutôt collective, est-ce que j'aurais un peu tort? Excuse-moi. Je complète ou juste... Oui. Alors effectivement, là, je vais en profiter effectivement pour faire une référence. Là aussi, il faut voir qu'historiquement, cette nutrition scientifique, son fondement n'est pas tellement l'alimentation humaine, mais l'alimentation animale. Voilà, donc on a un usage extrêmement rationalisé, donc évidemment hyper standardisé, on n'individualise pas du tout. Mais là encore, le hiatus entre ces savoirs et la pratique du médecin qui doit quand même adapter à son patient, voilà. Mais là, on est dans la complexité du cabinet que l'historien ne peut pas toujours observer. Merci. Alors du coup, Julie, aujourd'hui, la diététique, elle est un peu au centre, hein. Elle n'est pas forcément au centre de la médecine, on reviendra là-dessus, de la médecine, j'allais dire, officielle, mais elle est dans toute la communication. Alors comment est-ce qu'on pourrait la définir, cette diététique actuelle? Qu'est-ce que c'est? Alors notre diététique actuelle, je crois qu'on peut la qualifier de diététique populaire, tout en ayant en tout cas une place très très forte, et c'est toute l'ambivalence, notamment dans les prescriptions médicales et hospitalières. Donc on se retrouve un petit peu dans ce paradoxe où tout un chacun a accès à un savoir, hein, puisqu'on a énormément de campagnes de prévention qui sont venues alimenter voilà, nos quotidiens, Internet qui nous a donné aussi un accès très très large à de l'information. Donc tout un chacun s'est construit un savoir autour d'informations diverses et variées. Et puis les sciences de la nutrition, hein, et la place de la nutrition en tout cas, c'est clairement élargie, et la place de la recherche également, hein, donc on a davantage de savoir en termes scientifiques qui nous permettent de repositionner la diététique dans les prescriptions médicales et hospitalières. Au-delà de ça, on parle d'une période actuelle où on a un sentiment de cacophonie nutritionnelle, mais ça on pourra y revenir puisque finalement on voit bien qu'on fait des bonds un petit peu en arrière et qu'il y a des sujets qui ont été évoqués par mes collègues. Cette notion de cacophonie nutritionnelle, c'est ce sentiment qu'on a de l'information qui est contradictoire, qui est finalement complémentaire ou pas, avec ce sentiment on avance, on recule, qui vient à nous. Donc c'est vrai qu'on retrouve, en tout cas pour ma pratique professionnelle, je trouve des consommateurs en consultation qui ont un sentiment en tout cas de savoir, hein, donc qui sont acteurs de leur médecine, hein, de leur propre thérapeutique, et le rôle en tout cas du praticien ou du soignant a considérablement évolué. Donc on est vraiment dans cette posture de la diététique populaire actuelle versus une place de la diététique qui est très très forte, en tout cas dans les prescriptions médicales. Donc ça, c'est une première chose. Je crois qu'il est important aussi de ressouligner la place et peut-être l'évolution assez récente, mais qui a quand même en 10-15 ans été notable autour des règles et du côté strict qui pouvait être associé à cette notion de diététique.
On avait encore dans les années 90, 2000, voilà, des règles qui étaient assez portées sur des régimes très stricts, avec des interdictions, des aliments autorisés, des aliments interdits. Et puis en 2001, on est venu à avoir en tout cas des messages de communication qui étaient beaucoup plus présents dans le champ du commun des mortels. Et on a tendance à revenir davantage, voilà, depuis une petite dizaine d'années, vers, je trouve en tout cas, des recommandations, des conseils qui ont plutôt tendance à placer la personne au cœur vraiment de la prise en charge et en tout cas à adapter les conseils qu'on peut proposer à l'individu en tenant compte finalement un petit peu comme au Moyen-Âge de son environnement de vie, de sa façon de s'alimenter, de son humeur, de son comportement, de sa sphère familiale. Et on pourra reparler aussi de l'évolution, en tout cas, de notre environnement, hein, que ce soit dans la structuration familiale, dans le développement des modes de consommation divers et variés qu'on peut connaître actuellement. Mais tout ça, en tout cas, est venu effectivement changer un petit peu notre façon d'aborder notre diététique, qu'on appelle toujours finalement diéta. Hein. On a vraiment cette notion de mode de vie, de philosophie de vie, et beaucoup moins cette notion de calories, de glucides, de lipides, qui a été très présente sur la période qui a été précédemment présentée. Finalement, une sorte de retour au Moyen-Âge, mais plutôt sympathique. Vous voyez, Moyen-Âge, c'est pas seulement... C'est pas Dark Ages. Voilà. Bon, alors, le cadre général, il est assez clair, même s'il y a des points sans doute à approfondir sur l'histoire de la diététique. Mais là, ce qui nous intéresse ici, c'est aussi quel rôle jouent les fruits et légumes, qui est le sujet quand même de ces rencontres. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé, selon les différentes théories qui ont couru? Est-ce qu'ils sont tous bons pour la santé, hein? Est-ce qu'il y a des catégories? Quels sont les fondements théoriques, au fond, de la diététique qui pourraient expliquer le rôle de tel ou tel produit dans le passé et aujourd'hui? Donc toi, tu avais évoqué tout à l'heure les qualités premières, par exemple, qui sont un élément très important de classement, hein, pour les diététiciens anciens, les médecins anciens, l'ancienne médecine. Et est-ce qu'on peut imaginer que les prescriptions qui ont été données à l'époque jouent encore un rôle aujourd'hui, un rôle pas forcément dans la diététique, mais dans, disons, les habitudes alimentaires, hein? Voilà. Et puis, est-ce que les fruits et légumes jouent un rôle dans ce que tu as développé, les nouvelles recommandations en matière d'éléments thérapeutiques en établissement de santé, hein, cette diététique thérapeutique qui est une des deux branches de la diététique. La diététique, c'est pour conserver la santé, mais c'est aussi pour la retrouver en combattant les maladies. Voilà. Alors, je ne sais pas, qui veut intervenir? Peut-être Marilyn, tu veux intervenir sur peut-être les catégories de fruits et légumes? Oui, hein? Si tu veux, oui. Oui. Alors, donc, effectivement, rappelé, on l'a dit, on a parlé de diététique thérapeutique, c'est ce double rôle que peut jouer l'alimentation, et en particulier les fruits et légumes, aussi bien pour la conservation de la santé que finalement comme la première des médecines. On sait que à l'époque antique, médiévale et encore moderne, la pharmacopée utilise aussi des produits végétaux. Et donc la première des médecines, c'est aussi une sorte de médecine douce par l'alimentation. Et les fruits et légumes en particulier jouent peut-être de manière privilégiée ce type de rôle. Alors, on a parlé tout à l'heure de nutrition. Le terme de nutrition apparaît au sens de nourrir, hein, avec sans doute pas complètement la définition qu'on peut en donner aujourd'hui, mais il y a l'idée quand même que les aliments ont plus ou moins de qualité nutritive et qu'en particulier, justement, les fruits et légumes en ont dans l'ensemble assez peu aux yeux des médecins des périodes antiques, médiévales et en partie de l'époque moderne aussi, à savoir qu'ils servent plus à corriger
la complexion des individus, c'est-à-dire à avoir un effet actif de transformation de la complexion des individus plutôt qu'un effet nutritif. Alors je rappellerai très rapidement qu'avant justement le XVIIe siècle et les découvertes d'un processus plus chimique ou disons une transformation un petit peu de la manière dont on pensait la digestion a longtemps été pensée comme un processus mécanique où ce que l'on mange, et donc c'est pour ça qu'il faut mieux manger des choses qui ressemblent à notre nature, se transforme en matière corporelle par le biais d'un certain nombre de cuissons dans différents organes du corps. D'où l'importance aussi de la chaleur qu'il faut aider parce qu'il y a une sorte de feu intérieur dans l'estomac, dans le foie, dans les veines qui transforme progressivement ce que l'on ingère en sang, un sang purifié qui se transforme en matière corporelle, en tissu, en os, etc. Et donc, plus on mange des choses qui nous sont proches, moins on rejettera les aliments qui ne sont pas assimilés et qui sont donc l'urine, les menstrues, le sperme, sont autant de produits de l'alimentation, de la digestion de ce qui est une matière superflue qui sort du corps. Et donc, cette matière végétale, qu'il s'agisse de fruits ou de légumes, en fait, sont fortement considérés comme des éléments qui transforment la complexion des individus. Et ce sont donc peut-être, lorsque j'utilisais ce terme très, très populaire et un peu ancien d'alicament, c'est-à-dire ils nourrissent un peu, mais ils transforment surtout. Et de fait, ils apparaissent quand même de manière très, très importante. Ça m'a un peu frappé, en fait, je dois dire, parce que j'étais partie avec l'idée classique qu'avant l'époque moderne, en gros, on mangeait très peu de fruits et légumes. Enfin, on en mangeait, mais essentiellement dans les classes les plus populaires, celles pour lesquelles on n'a pas conservé de comptes, de bouche, etc. Moi, il me semble, à la lecture, alors essentiellement de textes effectivement qui sont prescriptifs, qui donnent des recommandations, n'est pas tout à fait du côté des pratiques, mais qu'on en tient énormément compte dans les discours, qu'il y a énormément de catégories de végétaux qui sont énumérées selon des classifications où, en gros, on distingue les légumineuses. Alors, généralement, c'est relativement déconseillé parce que c'est pas très tempéré et c'est difficile à digérer. Ça provoque des flatulences et autres éléments. Donc, ensuite, on les classifie en fonction de la partie qui est comestible. Donc, les fruits du jardin, on dira, dont on mange les fruits, les feuilles, les graines, et puis les racines, qui sont les trois grandes catégories de légumes, selon la terminologie plus actuelle, et puis toute une ensemble de catégories de fruits. Certains sont nouveaux, d'ailleurs à l'époque médiévale, je pense notamment aux agrumes. Et donc on voit incorporer à l'alimentation, principalement pour ces fruits-là, des élites, parce que ce sont des produits de luxe. Mais pour les autres, les produits du jardin, les végétaux, moi, il me semble, à la lecture de ces textes, que souvent, eh bien, en fait, on les consomme, et on les consomme aussi sur des tables aristocratiques. On ne sera peut-être pas d'accord avec moi, parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur la viande comme un processus de distinction sociale, notamment les manières aussi de les préparer. Mais je trouve énormément de plats qui sont évoqués dans ces textes de diététique à base de légumes, en particulier, d'une cette grande variété. Et il me semble peut-être qu'il faut un peu reconsidérer les chronologies et surtout l'idée de rupture. Je pense qu'il y a peut-être des évolutions, mais pas automatiquement de rupture si drastique qu'on a bien voulu parfois le souligner. Donc le Moyen-Âge continue, encore une fois. Oui, moi, tu sais, c'est un Moyen-Âge un peu long parfois, donc voilà. J'ai cette tendance très Jacques Le Goff. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre légumes et fruits aussi? Parce que, alors, au-delà même des classifications, il y a aussi les opinions données par tel ou tel. Ah oui. Et je sais que, par exemple, Galien, pour prendre que lui, d'un point de vue personnel, il déconseille vivement les fruits de saison, parce que lui-même a été victime... dans sa jeunesse, il explique, il est devenu très malade. En fait, il a eu des dysenteries à répétition parce qu'il consommait beaucoup de fruits frais et de fruits frais que, par conséquent, il va déconseiller très fortement, et notamment donc melon, pastèque, pêche, et qui font l'objet sur la longue durée d'une sorte de suspicion. Donc,
ça joue beaucoup, l'héritage des opinions, mais la prise en compte des réalités du temps, c'est important aussi. Ça. Je pense qu'en fait, alors effectivement, dans l'ensemble, c'est considéré de manière assez négative, ce type d'alimentation, parce que ça peut mettre en danger la santé. Mais ce qui est intéressant, et je rebondis sur ce que disait aussi Julie, de la prise en compte des consommations, des habitudes, je dirais aussi la prise en compte du plaisir que l'on a à manger un certain nombre de choses, font que les médecins ne sont plus dans « ceci est interdit », etc., comme on peut le voir dans des textes, par exemple, des 12e, 13e siècles, où on a des listes de ce qui est bon pour la santé et ce qui est mauvais. Donc clairement, et là c'est interdiction, prohibition, vers des formes d'accommodement, des formes d'adaptation où on prend en compte les sensibilités, les goûts, les habitudes, le plaisir de manger, parce qu'il y a un autre, alors je ne citerai pas Galien, je citerai Avicenne, à qui on prête la formule selon laquelle l'habitude est une seconde nature. Et donc il faut aussi consommer en fonction de ces habitudes, et si on les transforme, ne jamais les transformer radicalement. Et ce qui accompagne ce discours-là, donc sur les fruits et les légumes qu'il vaut mieux éviter ou manger d'un point de vue plutôt thérapeutique, c'est quand même l'idée, ça te plaît, tu aimes ça, alors éventuellement prépare-le de telle ou telle manière pour que ça te soit moins nocif, voire que ce soit bon pour toi. Donc il y a toute une cuisine, alors je te cite là, une cuisine diététique qui vise à accommoder, à trouver des procédés, et là vous avez des tas de choses, des ingrédients, des procédés de cuisson qui sont évoqués, jeter la première eau, pour, par exemple, l'amertume de certains légumes. On jette la première eau, puis on le fait cuire une deuxième fois, ou on fait comme des recettes des épinards actuellement en Italie, on les fait bouillir et ensuite on les fait frire in padella, on les fait frire à la poêle avec quelques épices. Et donc il y a une manière d'accommodement qui fait que c'est sorti par la porte, mais ça revient par la fenêtre. C'est ça. Voilà. Merci, merci. Alors, tu as parlé d'alicament. Je voulais demander à Julie, finalement, c'est un terme qu'on utilise encore, alicament. De quoi on parle aujourd'hui? Alors, alicament, c'est un terme qu'on a utilisé il y a une petite vingtaine d'années maintenant. Oui, années 2000, c'était effectivement les aliments type des marques qu'on connaît très bien, mais les fameux yaourts au bifidus, etc., qui ont eu le vent en poupe sur toute une période et qui, effectivement, facilitait la digestion et tout ce qui peut s'en suivre. Donc non, aujourd'hui, on a beaucoup moins, en tout cas, ces termes d'alicaments en tête. On va plus parler de super-aliments. Vous avez peut-être entendu parler des fameuses baies de goji, les graines de chia, etc. Voilà, c'est plus... Non, on n'a pas entendu parler. Vous n'en avez pas entendu parler. Il faut que tu nous en dises quelques mots. Donc voilà, c'est super-aliments avec des boosters d'énergie, des concentrés d'antioxydants qui seraient très favorable pour lutter contre le stress oxydatif au sein de l'organisme et qui permettrait, alors je mets beaucoup de guillemets autour de tous ces termes, vous l'aurez compris, mais qui permettrait effectivement de prévenir des pathologies nutritionnelles. Alors, peut-être pour revenir sur plusieurs éléments et montrer un peu l'évolution entre le Moyen-Âge, là, et la période actuelle, puisqu'il y a quand même quelques petits distinguos qu'on va pouvoir soulever. Au niveau des classifications, tout d'abord. Les classifications actuelles, que vous connaissez certainement toutes et tous, autant celles du Moyen-Âge, on les connaît un peu moins. Les classifications actuelles, on en entend beaucoup parler. C'est la question des fruits et légumes. Qu'est-ce qu'on va intégrer dans cette classification des fruits et légumes, tels que le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, on y reviendra, a pu nous les édicter en 2001. Alors, ces fruits et légumes comportent les fruits tels qu'on les connaît, donc tous les fruits qui sont mous, les fruits à grains également vont être intégrés, les fruits à coque, donc les fruits secs et oléagineux, si vous avez en tête ces notions-là. Et la partie des légumes, donc là, ça va être non pas les légumineuses, puisque les légumineuses sont plutôt associées à la partie des céréales et féculents pour le PNNS, par leur apport en amidon et puis leur effet en termes d'apport en glucides complexes, comme on peut les appeler.
Les fruits et légumes ont été intégrés dans une catégorie commune. Pourquoi ? Pour leur concentration en vitamines. Ça c'est un fait, ça a été mesuré. Donc il y a des vitamines qui sont particulièrement présentes dans les fruits et légumes, vitamine C, B, A notamment, le potassium pour certains fruits et légumes. Mais également pour une notion qui est très en vogue actuellement, c'est la présence des fibres. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet actuel autour de l'impact d'un régime avec des fibres. Et ça me fait rebondir également sur la notion de cru, la consommation du cru. Autant au Moyen-Âge, elle était plutôt proscrite, et on recommandait plutôt la cuisson effectivement de ces fruits et légumes, de jeter la première eau, effectivement. On n'est plus du tout dans ces messages-là actuellement, puisque la partie finalement du crudivore a vraiment pris beaucoup de place, notamment pour son effet sur la satiété. Donc on recommande actuellement en tout cas de consommer plutôt des fruits et légumes crus, puisqu'ils ont tendance à apporter une satiété longue durée. Et le fait de les consommer crus, quand ils ne sont pas restés pendant des heures et des heures sur des étals en pleine lumière ou en pleine chaleur, et qu'on les consomme peut-être une fois qu'ils ont été cueillis, on a un concentré en vitamines et minéraux qui est plus important qu'un légume ou un fruit qui serait passé en cuisson. Donc jeter la première eau, ce serait presque gâcher toutes les vitamines qui sont parties dans cette eau. Et on a plutôt tendance à recommander des cuissons qui sont bien moins longues, qui agressent bien moins le produit et à consommer justement toutes ces eaux de cuisson. Donc il y a vraiment là par contre un distinguo sur des nouvelles recommandations, mais qui sont avant tout, là on les a vulgarisées, mais elles sont tout de même fondées sur des analyses scientifiques. On a été étudier tout de même les pertes en vitamines de ces fruits et légumes. Il y a une vérité scientifique derrière cela. Alors, il y a quand même un point important, je finirai là-dessus, c'est l'impact que ces fruits et légumes et que ces fibres peuvent avoir sur l'organisme. Et on parlait de la diabolisation de certains fruits parce qu'ils avaient été consommés en excès. Bien évidemment, toute catégorie d'aliments consommés en excès va être délétère. Donc, Galien nous a mis de côté les fruits de saison. C'était un peu dommage parce que finalement, ce n'était pas le fruit de saison en soi la problématique, mais c'était plutôt la quantité. Et c'est peut-être un sujet sur lequel il faudra qu'on revienne, les notions de quantité et de ces messages autour des 5 fruits et légumes par jour. Tu as raison de parler du cru, là, parce que c'est un des retournements. C'est clair que quand la digestion est une coction, une cuisson, tout ce qui ralentit cette cuisson n'est pas bon. Et donc le cru, c'est effectivement une difficulté supplémentaire. Donc ça, c'est tout à fait logique. Là, il y avait un changement un peu de paradigme. Donc peut-être on pourrait aller peut-être un peu plus loin en réfléchissant donc justement aux questions du PNNS, du fait que ces bilans ont montré que les prescriptions du PNNS étaient loin d'être appliquées systématiquement, on en a un peu parlé, mais finalement, est-ce qu'on mange plus globalement davantage de légumes, de fruits et légumes que par exemple au XIXe siècle, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Pierre-Antoine, par exemple. Oui, alors ça, c'est une question très, très délicate. Alors, pour cadrer ça très rapidement, et pour le cas de la France, parce que là aussi, chaque pays, chaque culture alimentaire, et même à l'intérieur de chaque culture alimentaire, les espaces géographiques et leur production locale, évidemment, ont une incidence tout à fait forte. Bon, il est certain qu'il y a, au XXe siècle, une réduction des volumes consommés. Alors encore va-t-il falloir s'entendre sur ce qui est derrière tout ça, qui est évidemment concomitant. Donc c'est-à-dire qu'on part en général dans les pays, on va dire,
de l'arc méditerranéen au sens large, qui ont des cultures de légumes et de fruits très anciennes, de consommation de fruits et légumes qui étaient quand même assez prédominantes par rapport à d'autres consommations qui sont développées après, par la suite, que ce soit les céréales et puis surtout la viande. Toutes les consommations de viande qui ont commencé à prendre une part de plus en plus importante à partir du milieu du 19e siècle, quand on commence à industrialiser véritablement ce type de production. Donc dans le cadre de ce que les économistes tendent à appeler, certains nutritionnistes aussi, ce qu'on appelle la transition alimentaire, effectivement, le volume global consommé de fruits et légumes diminue, parce que quand même notre satiété, je dirais, est fixée à certaines limites. Et donc au fur et à mesure qu'on augmente la consommation de ces produits céréaliers ou de viande, évidemment la consommation de légumes, en particulier sa dimension fibreuse, va diminuer. Alors, on peut estimer en fait en France, je dirais, les données qu'on a par rapport au début du XXe siècle, on serait passé à peu près à la louche autour de 200 kg de fruits et légumes par tête et par an, à aujourd'hui, pour les moyens gros consommateurs, d'après les dernières enquêtes, on est autour de 120 kg par an à peu près à la louche. Voilà. Donc c'est une réduction. Alors, mais derrière cette réduction, évidemment, on a énormément d'incertitudes parce que qu'est-ce qu'on a mesuré ? Les statistiques sont totalement hétérogènes, alors je ne vais pas trop développer, mais on avait plutôt tendance autrefois à mesurer des disponibilités ou à évaluer des disponibilités. Aujourd'hui, quand on est sur les enquêtes CREDOC ou sur les enquêtes INCAD qui sont menées dans le cadre médical, on a des choses beaucoup plus précises en termes de mesures, qui sont beaucoup plus proches de la consommation finale. Donc, je dirais la conclusion, c'est qu'on ne sait pas trop. Bon, en tout cas, on ne peut pas être très précis. Par contre, effectivement, ce qu'on peut souligner, c'est derrière ces moyennes difficiles à établir, quand même une grande diversité de modes de consommation. Et donc là aussi, il faut peut-être y insister un petit peu. Il y a effectivement, comme pour toutes les consommations, et en particulier pour les consommations alimentaires, un certain nombre de facteurs qui jouent. Alors évidemment, des facteurs de revenus qui sont non négligeables, pas tant pour les légumes, puisqu'on observe globalement que, je dirais, l'effort moyen budgétaire des ménages sur les légumes est assez stable depuis 70 ans. Enfin, il n'y a pas de différence majeure. Les fruits, c'est un petit peu plus volatile, mais parce que leurs prix aussi ont tendance à être beaucoup plus variables en fonction des saisons et des récoltes annuelles. Voilà, donc on a cet élément-là. Ensuite, il y a des éléments géographiques. Par exemple, le nord-ouest a plutôt tendance à manger des pommes de terre et moins de légumes, et le sud-est, plus de légumes et moins de pommes de terre. Bon, ça, c'est des choses finalement qui sont assez stables au cours du temps. Et puis, il y a des éléments qui sont non négligeables, qui sont encore assez peu pris en compte, même si statistiquement on les voit bien, qui sont des effets de cycle de vie. La consommation individuelle évolue de façon massive au cours du cycle de vie. On apprend à consommer, on subit la consommation de ses parents, ou celles en tout cas qui pensent devoir donner à leurs enfants, puis ensuite on apprend effectivement à consommer. On se met en couple, c'est toute une renégociation des consommations qui se met en place. On s'intègre ensuite à des restaurations collectives. Là aussi, on subit d'une certaine façon plus ou moins les choix qui sont faits. Donc là aussi, je dirais, selon les tranches d'âge, il y a des différences importantes qui sont liées à effectivement une évolution individuelle des consommations, mais aussi, je dirais, à ces différents apprentissages. Alors, l'élément intéressant, juste que je peux noter pour terminer là-dessus, c'est effectivement qu'on voit très bien que la consommation de fruits et légumes augmente avec l'âge, en particulier pour les retraités. Et aujourd'hui, l'analyse que font les sociologues là-dessus, c'est finalement que c'est une consommation qui reste genrée, parce que là aussi, c'est l'élément que je n'avais pas signalé, c'est que la consommation de fruits et légumes est historiquement aussi plutôt féminine, en particulier en milieu urbain. Certains médecins d'ailleurs le déploraient à la fin du XIXe siècle. Puis ensuite, c'est devenu un des éléments centraux des régimes maigreurs, en fait, au XXe siècle. Et donc, à l'âge de la retraite, il y a un effet statistique qu'on se constate, c'est-à-dire que les hommes qui reviennent à la maison, qui prennent tous leurs repas à la maison et non plus en restauration collective ou à l'extérieur, finalement sont amenés à adopter le régime de leur épouse, qui lui est statistiquement plus fruits et légumes que le régime masculin.
Julie, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, ben merci à mesdames, alors, on est d'accord. Alors, pour revenir sur plusieurs éléments que tu as pu citer, alors, c'est vrai que les dernières enquêtes de consommation, alors moi j'ai regardé sur les 30 dernières années, donc a priori, elles comparent des éléments qui sont à peu près comparables, mais je partage tout à fait cet avis de la fiabilité de nos analyses qui ne sont pas toujours tout à fait très précises. En tout cas, sur les 30 dernières années, il y avait plutôt une tendance à la baisse de la consommation des fruits et légumes qui s'expliquait par la perte d'un savoir-faire, d'une transmission culinaire, hein, puisque effectivement il faut les transformer, même si on avait tout de même l'arrivée des aliments 4e gamme, donc qui sont déjà un peu transformés, du surgelé, qui pouvait en tout cas nous pousser vers la consommation de ces aliments, mais c'était pas tant la tendance. Et puis il y avait aussi une simplification des repas. On a eu tendance sur ces dernières années à supprimer les entrées, les desserts, qui pouvaient nous amener éventuellement voilà, cet apport en crudité, le fameux hors-d'œuvre, moi, dont ma grand-mère me parlait toujours, avec voilà, une crudité en entrée. Et c'est vrai que cette simplification du repas, elle a considérablement impacté à un moment cette consommation en fruits et légumes. Et puis la dernière étude de consommation là, sur l'année 2019, elle montre plutôt une augmentation là, de la consommation des fruits et légumes. Notamment, alors, c'est les jeunes adultes. Donc il y a une génération, on voit bien qu'il y a un effet quand même générationnel qui joue. Et puis les personnes âgées aussi étaient notifiées comme consommateurs plus importants de fruits et légumes. Et c'est vrai que chez ces jeunes générations, on a le retour des tendances au fait maison, avec toutes ces émissions culinaires dont on entend parler. Mais il y a aussi eu une intégration de nouvelles formes de fruits et légumes sous forme d'encas ou d'apéritifs, avec toutes ces noix, ces graines, ces fruits secs qui étaient consommés en plus et qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Donc c'est peut-être ça qui est venu aussi expliquer un petit peu les modifications et l'évolution des consommations. Et puis on a quand même une vraie et forte tendance à la végétalisation de nos assiettes, avec tous nos questionnements écologiques et environnementaux, qui est très très forte. Et on voit bien que la génération des trentenaires, des 20 trentenaires actuels, elle est vraiment dans cette réflexion-là. Donc on a la part en tout cas de la portion végétale qui a augmenté considérablement. Et puis c'est vrai que tous les produits carnés, eux, par contre, ont été considérablement réduits. Donc ça c'est important, et je crois aussi qu'il y a une tendance sociétale à la reprise de la cuisine, mais aussi à la reprise de la cuisine qui n'est plus genrée. En tout cas, c'est peut-être un élément de discussion à avoir, mais on est peut-être plus nombreux aussi à cuisiner et à avoir ce souhait de transformer les fruits et légumes. Juste pour terminer sur ce sujet, on a aussi eu quelques études alors qui sont encore toutes récentes, qui ne sont pas encore publiées, mais sur l'effet qu'a pu avoir le Covid sur la consommation d'ordre général. Donc j'ai essayé d'aller rechercher vraiment l'impact sur les fruits et légumes. On s'est rendu compte qu'avec le Covid, évidemment, il y avait moins de consommation en extérieur. Et quand on va au restaurant, c'est tout de même rarement pour prendre une assiette de haricots verts. Donc finalement, le fait d'avoir recentré les repas à la maison peut-être nous a remis au centre la place des fruits et légumes. Donc il y avait ce premier sujet. Il y avait la question des modes de consommation et de où j'allais acheter finalement mes produits alimentaires, mes denrées alimentaires, avec le développement des marchés. C'est vrai que l'accès dans les grandes surfaces était beaucoup plus complexe. Les paniers de fruits et légumes ont pris en essor sur cette période de confinement. Donc ça a pu aussi certainement jouer. Et puis le temps passé également en cuisine, on l'a mesuré, il a très clairement été augmenté avec les formats de travail sous forme de télétravail et ce confinement. Donc le Covid, en plus de toutes ces réflexions environnementales qu'il a amenées, a certainement apporté un espace plutôt favorable à la consommation des fruits et légumes. On n'a pas encore les chiffres, hein.
On verra, parce que des fois, on a eu des surprises sur certains chiffres. Mais ça paraît raisonnable. Oui, Pierre-Antoine. Oui, alors c'est vrai que les chiffres... alors, c'est vrai que le Crédoc, qui a sorti une enquête justement en mars, là, au printemps, là-dessus, bon, c'est un peu de la communication, parce que aussi le Crédoc, on va y revenir, effectivement, fait le suivi des prescriptions PNNS. Et donc, effectivement, il s'agit de dire que oui, ça marche, donc ça vaut le coup de continuer à le suivre. Bon, c'est quand même très instable. Il va falloir quand même attendre quelques années. Alors, par contre, ça ne remet pas du tout en cause, effectivement, ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un point, par contre, qu'on peut souligner, c'est qu'évidemment, quel est le menu, par essence, anti-fruits et légumes? C'est le fast-food. Et un des éléments quand même extrêmement importants dans la mutation sur les 25 ou 30 dernières années des modes de consommation alimentaire, c'est effectivement la transformation des modes de consommation à midi pour les actifs et puis également pour les étudiants. Et là, effectivement, je dirais le problème la question du renversement de la tendance, c'est aussi la mutation, puisqu'on voit aussi maintenant, même si c'est sous des formes très élaborées, il y a quand même une offre de fruits et légumes dans le cadre même de cette restauration-là. Voilà, donc je mettrais ça aussi dans le cadre d'un effet d'offre qui est quand même aussi un petit peu indépendant du choix effectif des individus. Voilà. Oui, merci de cette précision, tout en disant, comme faisait remarquer Marilyn, qu'il y a des fast-foods médiévaux, ça existe aussi, donc dans les villes. Est-ce qu'ils ont des légumes? Ah non. C'est des beignets ou des pâtés en croûte. Voilà. Au fond, la question aussi qui se pose, c'est quels sont les acteurs de la diététique? Il y a le mangeur, bien entendu, il y a le médecin. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs? À l'époque actuelle, j'ai l'impression qu'il y a les pouvoirs publics. Mais si on remonte en arrière, Marilyn, qu'est-ce qu'on a comme acteurs? Est-ce qu'il y a déjà des pouvoirs publics ou s'ils sont complètement en dehors de l'affaire? Non, il y a aussi des pouvoirs publics, alors on peut les appeler peut-être différemment. Il y a effectivement les médecins, j'en ai déjà parlé abondamment à travers la science médicale, qu'ils essaient de diffuser parce qu'ils ont vraiment bien conscience aussi que mieux vaut prévenir que guérir et qu'il vaut mieux donc pousser les individus à conserver leur santé plutôt que de devoir agir comme médecins. Et donc rappeler vraiment que depuis l'Antiquité, la santé est un objet médical. La santé est en quelque sorte où ils essaient de la médicaliser, même si évidemment ils n'y arrivent pas toujours, mais il y a l'idée que ce n'est pas un hors-champ de la médecine, mais c'est vraiment un lieu d'intervention de la parole médicale et de la pratique médicale à travers ces règles de vie. Donc ça, je crois que c'est un élément sur lequel d'ailleurs on revient aussi aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire que le Moyen-Âge ou l'Antiquité a tout inventé, mais justement de sortir un peu de la vision téléologique que l'on a parfois d'une sorte de progrès continu, et de montrer que suivant les époques, on a mis l'accent sur certaines choses et qu'aujourd'hui, on redécouvre des choses dont on a perdu les origines, sauf si on est historien et qu'on fait un petit peu le lien, mais qu'il n'y a pas de continuité, tout simplement. Le deuxième point, ce sont évidemment les consommateurs eux-mêmes, puisque le but, c'est d'en faire des agents de leur propre santé. On est sorti, le patient ou le lecteur de ces textes, ou l'homme en bonne santé ou la femme en bonne santé, sont des acteurs de leur propre santé. C'est vraiment le but de ces textes de médecine, c'est de s'emparer de ça et pas être passif face à ça. Idem quand ils sont d'ailleurs malades, ils sont aussi des acteurs de leur maladie. Le but, c'est d'en faire aussi, le geste médical, c'est eux qui vont, à travers les prescriptions, ingérer ou pas, ou suivre les conseils médicaux. Donc il faut aussi les convaincre du bien fondé des conseils qui leur sont donnés. Et puis le troisième acteur, alors on n'y pense pas pour le Moyen-Âge, parce que je parlais de Dark Ages, un classique de l'époque médiévale, où en gros, tout le monde perdait ses dents. Alors, je ne dis pas que l'hygiène dentaire était extraordinaire, de fait, mais où il n'y avait pas de médecine ou pas de savoir ou pas de pratique, et les pouvoirs publics aussi, à travers au moins des notions qui nous parlent aujourd'hui de sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'idée quand même que sur les marchés,
on doit vendre des produits, alors ce n'est pas uniquement bien sûr les fruits et les légumes, c'est souvent aussi les viandes et les viandes avariées, ou les poissons effectivement. C'est l'idée que les pouvoirs publics, les autorités urbaines, à travers des statuts, des réglementations, à travers des agents qui viennent contrôler aussi ces marchés, cette police des marchés, il y a une responsabilité. L'idée donc qu'il faut assurer une sécurité alimentaire pour les populations et que les autorités publiques sont aussi, en quelque sorte, des garantes d'une forme de santé publique. Alors, le terme apparaît vers la fin du Moyen-Âge, et on le voit d'ailleurs même précéder, souvent on lit ça aux grands épisodes de la peste, on a parlé de la Covid, on peut éviter d'autres grandes épidémies, mais en fait non. Si on regarde dans les législations méditerranéennes, en particulier dans la péninsule ibérique ou en Italie, ces législations, elles apparaissent dès le XIIIe siècle, donc un siècle et demi avant l'arrivée de la peste, et en fait il y a véritablement un souci. Alors, après, si on bascule du côté des pratiques, c'est plus compliqué de savoir si c'est réglementé, si véritablement c'était suivi. On sait qu'il y a quand même des enquêtes, il y a des tentatives, il y a des experts qui interviennent sur ces marchés. Mais il y a un souci, malgré tout, de santé publique qui est relativement ancien et dont les autorités seraient, en quelque sorte, un petit peu les garants. C'est un principe de bon gouvernement, du bon gouvernement de la cité, au même titre qu'on s'assure que les cités sont ravitaillées, qu'il y a suffisamment à manger, que l'on a fait venir pour les temps de carême les productions de poissons qui sont nécessaires au jour de jeûne, etc. Donc il y a tout un ensemble d'acteurs qui interviennent, et puis bon, évidemment tous ceux qui vendent, qui ont des formes de responsabilité aussi à vendre des produits qui ne soient pas avariés, qui ne soient pas faits avec une farine qui porte par exemple le fameux ergot de seigle, qui est un produit évidemment toxique qui a engendré le fameux mal de Saint-Antoine. Donc, voilà, et certaines hallucinations. Et aussi. certaines hallucinations, tout à fait. Donc il y a véritablement une pluralité d'acteurs qui interviennent. Et puis, si on se situe dans les élites sociales, eh bien, il y a tous ceux qui travaillent dans les cuisines. Je ne parlerai pas des cuisiniers à ta place, mais il y a aussi une surveillance des cuisines, il y a aussi l'idée qu'il faut adapter cette alimentation et qu'elle doit être bonne pour la santé. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics jouent un rôle bien plus important encore qu'au Moyen-Âge, puisqu'ils édictent en quelque sorte des prescriptions. Alors, on est parti du PNNS, on va peut-être revenir sur le PNNS. Finalement, est-ce que ça a vraiment marché, cette histoire? Est-ce que c'est aussi simple que ça de dire aux gens ce qu'ils doivent manger? Prenons l'exemple, les fameux manger 5 fruits et légumes par jour. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'un grain de raisin, c'est comme un légume, c'est comme un fruit? Je ne sais pas. Enfin, c'est la question qu'on pose souvent. Et donc, comment on fait? Comment on fait et est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan? Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Alors, il y a plusieurs questions en une, mais oui, bien sûr. on va déjà revenir sur pourquoi les pouvoirs publics ont pris finalement ce créneau que de communiquer autant sur la nutrition. C'est qu'il faut quand même rappeler que les pathologies liées à la nutrition, et notamment les maladies cardiovasculaires, ont longtemps été la première cause de mortalité et que ça coûte cher. Ça, c'est un fait et je crois qu'il faut le garder en tête. Il y a un enjeu qui est économique pour un État, qui est bien évidemment sanitaire, mais qui est économique. Il y a quand même un paradoxe qu'on peut soulever, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'accès au savoir, à des plans, à des recommandations, à des règles qu'actuellement. Et pour autant, nous n'avons jamais eu autant de personnes avec un diabète, avec une obésité, avec de l'hypertension et avec autres troubles nutritionnels, comportements alimentaires, anorexie, etc. Bien évidemment, l'environnement y a joué, mais il faut se poser la question tout de même de cet accès à l'information et du nombre d'acteurs, et on va y revenir sur le nombre d'acteurs que nous avons aujourd'hui sur le champ de la diététique. Alors, pour revenir sur la question du PNNS,
Le PNNS, donc Programme National Nutrition Santé, c'est la politique nutritionnelle de notre pays qui a débuté en 2001, donc finalement assez tardivement. Voilà, il y a des pays comme la Norvège qui avaient mis ça en place plus tôt. Donc finalement, pour la France, c'était assez tardif. Et pour autant, il y avait des réflexions internationales qui avaient été lancées plus tôt. Donc le PNNS a débuté en 2001 avec 8 repères de consommation qui étaient basés sur des repères nutritionnels élaborés par anciennement l'AFSA, mais maintenant l'ANSES, qui est notre agence nationale santé, sécurité, environnement. Et donc l'idée, c'était de croiser un petit peu toutes les recommandations internationales et de pouvoir se baser sur une traduction des besoins nutritionnels d'un individu en repères alimentaires qui seraient compréhensibles et universels pour tous. Donc ça, déjà, c'est une première complexité que de pouvoir lancer un repère qui soit adapté à tous. Ça, c'est une vraie question, alors qu'on n'a pas, bien évidemment, tous les mêmes besoins, les mêmes niveaux d'activité physique, les mêmes habitudes alimentaires. Donc voilà, il y a une première ambivalence. Mais ça aura au moins eu le mérite de poser un cadre pour des personnes qui n'avaient aucune notion à ce sujet. En 2001, sont donc sortis ces messages que vous avez tous entendus avec les fameux 5 fruits et légumes par jour. Alors, il y a eu des études qui ont été faites sur la compréhension des consommateurs concernant donc, notamment ce message 5 fruits et légumes par jour. Et on a bien perçu la problématique de l'incompréhension ou la méconnaissance de ce qui pouvait se cacher derrière ce message. Aujourd'hui, on en est au PNNS 4. Voilà, donc il y a eu 4 plans quand même depuis. Et j'ai un regard assez critique, mais on pourra en débattre. C'est qu'à partir du PNNS 4 qu'on a commencé à préciser ce que voulait dire une portion de fruits et légumes en termes de grammage, sur la communication, quelles étaient les catégories d'aliments qui intégrer ou pas cette notion de fruits et légumes, puisque sur le PNNS 1, par exemple, les fruits sous forme de jus, 100% pur jus, étaient intégrés dans une catégorie fruits et légumes. Et finalement, sur le PNNS 4, ça n'est plus le cas, puisqu'on a bien vu finalement l'effet effectivement booster en sucre qu'apportaient les jus démunis de toutes leurs fibres. Donc voilà, il y a aussi des savoirs qui ont évolué, mais il est vrai qu'on a une réelle évolution entre le PNNS 1 et le PNNS 4. Je pense que le consommateur, aujourd'hui, comprend davantage, on pourrait faire un petit sondage sur les 5 fruits et légumes par jour, est-ce qu'un grain de raisin représente une portion ? Selon évidemment vous, non, mais bon. Évidemment non. On est d'accord, mais en 2001, en 2002, c'était pas aussi évident que ça. Et effectivement, on avait dans les cabinets ou lors des consultations encore des personnes qui nous demandaient, oui, effectivement, est-ce que si je prends ma soupe avec 5 légumes dedans, j'ai ma portion pour la journée et c'est OK, j'ai respecté la règle. Donc voilà, il y a eu cette difficulté-là et je crois aussi que le consommateur à un moment a été tellement matraqué par ces messages qu'il ne les entendait plus. C'est un petit peu comme les messages sanitaires, vous savez, qui ont été apposés sous les publicités alimentaires. Donc ça a été une obligation. Eh bien, quand on analyse un petit peu les choses, on se rend compte que le consommateur omet complètement ce message sanitaire. Donc voilà, moi je re-questionne vraiment cette place de l'accès au savoir, un savoir universel et l'impact réel sur la consommation individuelle. Merci. Pierre-Antoine, tu vas ajouter quelque chose ? Oui, alors c'est pour effectivement rebondir, parce qu'on est un petit peu obligé par rapport à ce type de débat, puisqu'évidemment ce message est politique, au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il est aussi la résultante, effectivement, un peu archimédienne, de divers intérêts dont on sait bien, effectivement, qu'ils aboutissent à, je ne vais pas dire dénaturer, mais à trouver, effectivement, en tout cas, la formulation qui va satisfaire les différents groupes d'intérêts.
Donc là, pour le coup, je ne serais pas d'accord par contre sur un point, c'est je doute qu'en 2001, on n'avait pas d'idée sur la quantité de sucre dans les jus de fruits. Voilà, on l'a découverte, on n'a pas voulu la voir, ou c'était pas justement dans les négociations. Hein. Après, il ne s'agit pas non plus de faire un point de vue tranché. Je veux dire, les différents intérêts, il faut réussir à les composer pour avancer. Mais enfin, voilà, il faut quand même rappeler que voilà, ce slogan aussi a été pris. C'est pas une invention française non plus. Hein, c'est une invention américaine. Alors, j'ai pas réussi à tout identifier. Ce qui est sûr, c'est qu'elle existait dans les années 90, hein, dans le cadre de la lutte contre le cancer aux États-Unis. Et manifestement, c'était déjà quelque chose qu'on commençait à dire dans les années 1910. Donc en fait, finalement, on a repris un slogan qui a au moins 20 ans, qui en a peut-être pratiquement un siècle, qui finalement a pu être mobilisé parce qu'on disait on l'a déjà dit, donc finalement on peut se mettre d'accord là-dessus. Voilà. Alors après, je dirais l'avantage au-delà effectivement des problématiques d'articulation des acteurs, on va peut-être pas rentrer dans le détail ou après dans les questions, oui, mais par contre, effectivement, l'intérêt, finalement, c'est que ce type de politique, hein, on sait très bien que dans ces domaines de santé publique et en particulier d'alimentation, la logique est de faire appel à un consommateur rationnel. C'est un idéal. On sait très bien que ça permet de ne pas poser certaines questions de régulation, mais ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet positif, puisqu'il faut aussi que tout un chacun soit un peu responsable de sa situation. Et c'est pas non plus, je dirais, une démarche nouvelle d'avoir un comportement là-dessus. Par contre, effectivement, la problématique qui est posée et que les études justement qui ont été suscitées autour de la mise en place de ces slogans a bien montré, c'est qu'il va falloir serrer tous les éléments qui peuvent être associés à l'efficacité potentielle d'un tel message. C'est-à-dire d'abord, effectivement, de savoir qui le reçoit, parce que c'est pas parce qu'il est diffusé que les gens le comprennent. Et donc là, on sait qu'aujourd'hui, pratiquement 40% des adultes n'ont pas imprimé ce message. Et pourtant, il y a un battage médiatique, donc ça c'est mesuré, entre autres par les enquêtes INCA. Là, c'est des choses qu'on voit très bien, c'est suivi. Donc ça pose question, effectivement, là aussi, sur le dialogue avec les citoyens et les citoyennes sur des messages d'utilité publique. Et puis ensuite, une fois effectivement qu'il a été entendu, comment est-ce qu'il est reçu? Parce qu'en fait, il est incompréhensible, ce message. Là, effectivement, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'un fruit? Qu'est-ce qu'un légume? Qu'est-ce qu'une portion? Qu'est-ce que 5? Et puis ensuite, dans quelles conditions il faut les consommer? Voilà. Et on voit bien d'ailleurs que dans les enquêtes du Crédoc, tout ça est simplifié en portions. Parce qu'à la limite, si je consomme 5 portions du même fruit et légumes, j'ai rempli les critères Crédoc. Donc, ce qui montre bien qu'au final, l'objectif n'est pas d'aboutir à la réalisation de cette prescription. Je pense que personne chez les diététiciens ne prétend y arriver. Par contre, je ne pense pas, en tout cas, en politique publique, c'est peut-être pas forcément l'objectif. Par contre, que ça crée un horizon, je dirais, de représentation dans lequel on va se dire, écoutez, moi je mange des patates et des burgers tous les jours, c'est peut-être pas ce qui est recommandé, ou voilà, peut-être qu'il faut que dans mon horizon intellectuel, j'intègre autre chose. Je pense que c'est plutôt là que ça se situe. Et là, je dirais, si on devait évaluer l'effet de la prescription, là je serais plutôt positif. Je pense que même globalement, on sait que vaguement, on parle de fruits et légumes quelque part, et que ça doit faire partie, d'une façon ou d'une autre, de notre alimentation au quotidien. Tu as parlé de négociation, tu as parlé de dialogue. Ça me rappelle un peu ce qu'a dit tout à l'heure Marilyn, mais peut-être il faut le redire. C'est que le rapport du médecin et du malade, notamment au Moyen-Âge, dans la diététique ancienne, on va dire, dans l'ancienne diététique, c'était aussi un rapport d'adaptation, quoi. D'adaptation au goût, aux habitudes. au plaisir même. Oui. Voilà. Je pense que c'est un rapport négocié, hein. On a effectivement évoqué ça. Je pense que l'idée de la sensibilisation aussi, c'est-à-dire qu'on se rend compte, quand je disais qu'on passe d'un discours assez prescriptif, assez normatif, vers un discours qui est de l'ordre plutôt du conseil, de la recommandation. Il y a cette idée de la sensibilisation, de l'apprentissage, de l'éducation, de la formation, un discours assez didactique aussi, hein, qui vise un petit peu à expliquer pourquoi on dit ça, pourquoi on recommande ça, et avec l'idée, je pense, globale, mais on le vit tous aussi en tant que consommateurs, c'est déjà relativement difficile de suivre les conseils des médecins quand on est malade.
Et surtout en matière aussi d'aspects justement diététiques, quand on vous dit tout d'un coup, parce que vous avez du diabète ou autre, qu'il va falloir arrêter les fruits, les sucres, etc. Mais alors c'est terminé ça, hein. Plus de régime diabétique. Voilà, moi je suis dans la fini, diététique complètement archaïque, comme les alicaments. Mais on peut imaginer effectivement la difficulté qu'il y a à entendre, qu'il faut se normer, se réguler au quotidien si on veut espérer vivre longtemps et rester en bonne santé jusqu'au terme de sa vie, c'est-à-dire l'intégration en fait d'une norme de vie régulière, quotidienne, contraignante, donc qui nécessite effectivement cette adaptation au goût, à la notion, comme tu dis, de plaisir, qui devient essentielle dans le discours, notamment à partir du XIVe et surtout du XVe siècle, hein, l'idée de « ça te plaît, tu aimes cela, accommode-le de telle ou telle manière », cette habitude donc au goût et de consommation devient effectivement essentielle pour que le message se diffuse. Et on retrouve là un petit peu en perspective, alors peut-être que ce que les politiques publiques ne se posent peut-être pas comme question, ou elles l'ont, mais elles ne l'évoquent pas, c'est-à-dire qu'on est moins dans le suivi automatiquement de ces prescriptions, mais dans plutôt l'idée de sensibiliser à ces risques, puisque, restons là aussi sur cette notion, l'alimentation, c'est un bienfait, mais c'est potentiellement aussi un risque pour la santé, selon les usages que l'on en fait. Merci. Donc, je pense qu'il est temps de passer aux questions, s'il y en a. Donc, au milieu, là. Ah, pardon. Ok. Bonjour. J'ai plusieurs remarques ou questions. La première, c'est qu'entre, en effet, le discours de Galienne et le plan national nutrition santé, peut-être, enfin moi en tout cas, j'aurais bien aimé qu'on parle de la différence de public cible. Le programme national nutrition santé, on cherche vraiment à s'adresser à des personnes en situation de précarité. On n'arrive pas à le faire, mais en tout cas, on cherche à le faire. Alors, me semble-t-il, et là, peut-être j'aurais besoin que vous me le disiez ou non, au Moyen-Âge, on s'adressait à des élites. Donc là, il y a vraiment, me semble-t-il, une grande différence. La deuxième chose, c'est en termes de où se placent ces différents textes. Vous avez bien dit que c'était un foisonnement au Moyen-Âge. En plus, Monsieur Loriot, si on relit l'un de vos textes, on voit bien que c'est les médecins qui se seraient inspirés des cuisiniers, parce que les cuisiniers n'étaient pas lettrés, mais les médecins l'étaient. Et donc les lettrés qui étaient les lettrés, c'était bien les élites. Et donc à ce moment-là, un foisonnement d'un côté, et maintenant, par contre, le PNNS, vraiment un centralisme. Donc là aussi, me semble-t-il, une grande différence. Et après, pour revenir sur ce qu'a dit Monsieur Dessau à la fin, je le répète, le plan national nutrition santé, c'est vraiment limiter les inégalités sociales de santé. Ce n'est pas une question d'imprimer ou non les messages, parce que ça, vraiment, on sait, en tout cas à chaque fois qu'on demande les recommandations, les repères, la plupart du public, enfin en tout cas de la population française, les connaissent. Maintenant, c'est les clés. C'est les clés que la population n'a pas. Et donc là, par contre, je rejoins Madame Capel par rapport à ce PNNS 4, ce qui a vraiment évolué. Enfin, en tout cas, vous avez bien dit qu'en effet, on avait évolué. Je vous rejoins par rapport à ça, et aussi par vous, enfin, Madame Nicou, je me dis, mais en fait, on en revient au Moyen-Âge, dans le sens où ce qu'on a compris dans le PNNS 4, c'est l'environnement. C'est si on n'arrive pas à tenir compte de l'environnement des personnes, on n'y arrivera jamais. Donc, comment ça se fait? Ça s'appelait la diététique au Moyen-Âge, maintenant ça s'appelle nutrition, mais c'est de l'usage, parce que personne ne sait que nutrition, c'est-à-dire alimentation et activité physique pour ce qui concerne le plan national nutrition santé. Donc juste en effet, encore une fois, je pense qu'on n'est pas tout à fait au clair, qu'il y a encore du travail à faire. Mais merci beaucoup pour ces échanges. Oui, vous avez raison de préciser, je l'ai un peu dit, mais peut-être un peu rapidement. Bien évidemment, la diététique médiévale s'adresse d'abord prioritairement par ses discours en latin, même si ensuite ils sont parfois aussi en langue vulgaire, à un public d'élite, à la communauté déjà des médecins et puis aux élites aristocratiques. Mais on voit quand même progressivement dans les milieux urbains, les milieux qui ont accès à l'écrit, et on voit très bien des travaux d'autres historiens ont souligné la diffusion de la culture de l'écrit à l'époque médiévale,
médiévale dans des sphères urbaines, les milieux marchands, des milieux artisans, etc., que cette littérature se diffuse. Et elle va se diffuser encore plus grâce à l'imprimé aussi, hein, qui fait que ces produits sont moins chers que le livre manuscrit. Moi, je dirais quand même qu'il y a, et on le voit à travers d'autres types de textes que la littérature dont je vous ai parlé, qui sont tout simplement qui se développent beaucoup à l'époque moderne aussi, mais on en a quelques exemples pour le Moyen-Âge, ce qu'on appelle parfois en France les livres de raison, des sortes de textes un petit peu domestiques, hein, qui évoquaient souvent les activités commerciales d'un individu, mais à l'intérieur desquels on a mis des recommandations. Souvent, il y a des recettes, il y a des prescriptions de divers types, hein, des textes un petit peu d'hygiène, et qui montrent que le savoir diététique, c'est un peu le b.a.-ba du savoir médical diffusé dans une sphère assez large. Je pense que les gens savaient ce qu'était une complexion, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de notion en pharmacopée, ils n'avaient pas de notion de chirurgie, mais en revanche, je pense qu'il y avait un savoir diététique beaucoup plus diffusé et qui ne passait pas automatiquement par ces textes-là, qui passait aussi par l'oralité. Et à l'époque moderne, il y a énormément de textes de cette médecine domestique, essentiellement véhiculés aussi par des femmes, et on a conservé des lettres, on a conservé ce type de livre. Donc la diffusion, quand même si elle part des élites, je suis entièrement d'accord, elle va vers une certaine diffusion un petit peu plus large que le public classique. Ensuite, je pense que c'est peut-être juste sur la fin où vous êtes revenu. Moi, je ne voudrais pas dire que tout commence au Moyen-Âge du tout, surtout que tout s'arrête peut-être. Non, mais ce que vous dites du rapport nutrition, le rapport exercice ou le rapport activité physique et aliments, en fait, ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est même à l'origine dans les textes hippocratiques où on dicte la consommation alimentaire en fonction de l'exercice. Et il y a vraiment un couple qui s'articule, qui est le couple exercice-alimentation. Et c'est avec Galien, en revanche, que d'autres facteurs se développent, qui sont ce que j'ai évoqué, l'activité sexuelle, le bain, le fait de dormir et le fait de veiller. Tous ces éléments qui participent de l'hygiène de vie et dont le médecin doit tenir compte, effectivement, au moment où il prescrit ses recommandations, qu'il s'agisse de la personne en bonne santé, puisque je répète que la santé est un objet médical, ou qu'il intervienne d'un point de vue thérapeutique. Voilà. Merci pour ces précisions. Je ne sais pas s'il y a... Non, il n'y a pas... C'était peut-être juste une remarque pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au public cible. Alors là, c'est plus, je dirais, une impression. Hein. Je ne suis pas non plus spécialiste de ça, mais du PNNS, mais le sentiment que j'ai au regard, en tout cas, des travaux que ça a suscité, c'est qu'effectivement, j'aurais plutôt tendance à dire que le PNNS est peut-être parti à l'origine, hein, je parle dans les années 90, avec une vision très large, en se disant effectivement, avec aussi une forme un peu scientiste, que ce discours de rationalité pouvait être compris, mais que justement les difficultés qui ont été rencontrées ont conduit effectivement à mieux cibler la difficulté de toucher les publics qui, effectivement, là vous avez raison, certains publics, je dirais, sont plus concernés par la nécessité peut-être de comprendre l'intérêt, en tout cas, de ces préconisations, mais je dirais que ça vient après. Et c'est ça qui génère d'ailleurs l'évolution depuis. On a beaucoup appris. Peut-être aussi un des effets, je dirais, peut-être très positifs du PNNS, c'est d'avoir effectivement suscité une démultiplication des travaux sur les consommations alimentaires, leur diversité, les difficultés d'accéder à des messages nutritionnels et diététiques, et surtout de les mettre en place. Parce qu'évidemment, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la question du prix des fruits et légumes, des modalités selon lesquelles on y accède. On sait très bien qu'effectivement, les distributions de fruits et légumes dans les épiceries sociales posent de très sérieux problèmes, parce qu'effectivement, c'est des consommations imposées et pas nécessairement des consommations voulues. Donc en fait, d'une certaine façon, effectivement, on en sait plus aujourd'hui. Ça, vous avez raison. Aujourd'hui, on pourrait vraiment dire que l'enjeu est de cibler des populations et peut-être là d'aller chercher des messages moins généraux et peut-être plus locaux, effectivement, dans des interactions locales. Mais ce n'était peut-être pas le cas, en tout cas à mon sens, dans les années 90, quand il y a eu la gestation finalement de cette politique. D'accord.
Parfait. On a encore un peu de temps pour quelques questions brèves et des réponses brèves aussi, si c'est possible. Hein. Donc, mais c'est compliqué, je sais. Alors, madame, je pense, c'est vous? Non, c'est à vous? Oui, bonjour. Bravo pour la qualité des interventions, c'est vraiment passionnant. J'avais une question un peu plus précise au sujet de la cuisine des fruits et des légumes à l'époque médiévale. Et si vous aviez quelques ouvrages ou quelques références pour creuser un petit peu sur cette thématique. Merci. Je recommanderais d'autant plus facilement qu'elle est dans la salle le livre qu'avait rédigé, je crois que c'est en 91, François Saban, Odile Redon et Albert Tenenti sur la gastronomie avec des recettes et surtout tout le travail qui a été fait à partir de livres de recettes de cuisine médiévaux pour restituer les proportions, puisque, comme le sait mieux que moi Bruno, il n'y en a pas dans ces textes-là, et où il y a aussi des aliments végétaux qui rentrent dans la consommation ou dans les accompagnements. On n'a pas parlé des sauces, par exemple, de toutes les aromates, de toutes ou les épices, mais également des aliments végétaux qui rentrent dans la composition de certaines sauces qui viennent accompagner, non pas pour masquer les goûts, hein, mais pour donner du goût à un certain nombre de produits. Donc après, bon, les textes dont je parlais, ces textes diététiques, certains sont édités et plus faciles d'accès ou rédigés en langue vulgaire, qui produisent également des sortes de petites recettes qui visent à accommoder donc les aliments pour réduire leur nocivité ou leurs effets quand ils sont trop diurétiques ou laxatifs, par exemple, donc des corrections qui sont des micro-recettes qui accompagnent, donc avec plusieurs types de cuisson, bouillie, frit, il y a plusieurs, voilà, en potée, en purée, quelle partie consommer, quelle partie ôter aussi, hein. Est-ce qu'on mange les feuilles, est-ce qu'on mange les tiges, enlever les parties les plus dures ou les plus, on ne dit pas fibreuses, mais qui le sont, etc. Donc il y a voilà, des recommandations très pratiques. Une autre question? Oui, bon, de nouveau, Éric Le Pêcheur, l'ancien président de la restauration collective en France en gestion directe en même temps, et ingénieur, donc je pilote des restaurants donc, dans l'éducation nationale, entre autres. Juste revenir sur le plan national nutrition santé, je suis heureux de l'avoir entendu par le biais de Madame Nicou. À partir du 3e plan national nutrition santé, on a commencé à parler de goût et de plaisir. Et nous, on l'a vu quand on a nourri les enfants dans les écoles, c'est bien de parler de nutrition, mais si les haricots verts, si les épinards, les salsifis et les blettes, et je vous en passe certaines, ne sont pas mangés, alors on peut parler de diététique, mais on n'en fait pas. D'où l'intérêt de la mise en œuvre qui est importante et qui est nécessaire, c'est-à-dire de faire de l'information, de la pédagogie et de l'éducation pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Je rappelle que lors des États généraux de l'alimentation à laquelle on a participé, c'est 30 milliards pour soigner l'obésité, 7,7 milliards pour le diabète de type 2. Donc évidemment, l'État s'en préoccupe parce que ça coûte cher. Et donc faire de la prévention, c'est évidemment un élément essentiel. Je rappelle aussi que sur les écoles, quand on a travaillé sur les premiers degrés, on s'est aperçu qu'effectivement, et moi je l'ai fait d'une manière évidemment inadaptée, mais c'est l'expérience qui nous prouve qu'on se trompe. Dans certaines écoles, on avait besoin effectivement d'une forte éducation et d'une forte information, et dans d'autres écoles, ce n'était pas nécessaire. Et c'est vrai qu'un cas 2 comme un cas 1 d'ailleurs, ont rappelé que, effectivement, en fonction de la population que nous avions en face de nous, le travail était très différent. Donc voilà, je fais mon mea culpa, je me suis trompé, mais en même temps, c'était bien de le tenter, et c'est comme ça qu'on a pu s'apercevoir de nos erreurs. Et pour terminer, 125 grammes par jour sont jetés à la poubelle sur un plateau de repas. Ça veut dire que là encore, on peut faire de la diététique, si c'est pour le mettre à la poubelle, ça ne sert à rien. Et donc, finalement, je vais terminer par ma question. Quelle est la meilleure diététique en France qu'on peut faire pour nous, pour chacun d'entre nous? Quel est le meilleur régime alimentaire, si je puis m'exprimer ainsi? Aujourd'hui, hein? Donc c'est Judy. Celle qui vous ressemble, non? je crois que la clé, elle est là. Alors,
je voulais juste revenir sur votre intervention précédente. Il y a tout de même un gros travail qui est en train de se faire autour de la périnatalité, sur la question de la diversification alimentaire des enfants, puisqu'on se rend compte finalement qu'un enfant qui arrive au primaire, qui n'a pas été diversifié, ça va être très compliqué de lui proposer de nouveaux aliments alors qu'il est en pleine période de néophobie alimentaire. Et on a vraiment une tranche d'âge qui va être fondamentale au cours de la grossesse et puis en période aux alentours des 6 mois pour la diversification alimentaire, à jouer pour pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge un petit nourrisson à toute forme de goût et de saveur. Donc pour moi, il y a un enjeu et un levier, parce qu'on a déjà fait pas mal de choses avec les écoles du goût. Il y a vraiment un plan assez construit dans les écoles primaires, je trouve. Pour moi, il va falloir qu'on travaille en amont sur la formation des pédiatres, des PMI, des futurs parents, sur comment est-ce qu'on accompagne un enfant à la découverte des goûts, et ce, dès le début. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Ce sera la dernière. Pas d'autres questions? Très bien. Il me reste à remercier les participants à ce débat, et remercier aussi la salle pour ses questions, son attention. Merci.